Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film de 2023 que je rattrape sur le tard et pour cause puisqu'il est à nouveau proposé en salle de cinéma en sortie plus, on va dire large et plus longue, le fameux Godzilla Minus One qui est donc paru sur 2 jours en décembre dernier officiellement en France et qui donc ici a une deuxième vie, réalisé par Takashi Yamakazi à qui l'on doit notamment Lupin 3 de First, film d'animation dont j'avais parlé avec l'Endimanché du ciné fin 2020. Et c'est un monsieur qui est spécialiste des effets spéciaux numériques aussi. Et je précise cela d'emblée car cette œuvre-là, que vous pouvez donc voir sur grand écran, n'a même pas coûté 15 millions, serait même plus proche des 10. Et quand on voit le résultat final, c'est juste ahurissant. Au casting, nous avons dans le rôle principal de Koichi Shikishima un certain Ryunosuke Kamiki. Il y a aussi Minami Amabe ou encore Yuki Yamada, voilà. Bon, peut-être que ce sont des noms qui ne vous disent rien, mais en tout cas, il y a des humains dans ce film. Au-delà peut-être même de la créature qui est évidemment le focus number one, puisque Godzilla, le métrage d'origine, cette année fêtera ses 70 ans. Je pense qu'ici, cet anniversaire a été célébré en fanfare. Donc il s'agit, vous l'avez compris, d'un film de monstres et de kaiju. L'histoire de Godzilla, c'est celle d'un monstre marin qui vient ravager le Japon peu après la Seconde Guerre mondiale. On ne change pas ici le procédé de base. L'histoire se déroule, alors au tout début, pendant la guerre encore, puis après on va avancer petit à petit jusqu'en 1947, où donc ressurgit des profondeurs cette créature peut-être préhistorique, mais aussi très atomique, évidemment, fonctionnant comme une allégorie de cette arme nucléaire qui a fait beaucoup de mal au Japon en 1945. Mais il y a eu aussi quelques essais dans les atolls pas loin dans le Pacifique, effectués par les Américains. Et d'ailleurs, on le voit dans le film avec un petit moment d'archive où on voit le général MacArthur, la guerre froide. Bon, après, le métrage ne va pas forcément être historique et suivre des survivants, clairement, de la guerre. Déjà donc notre héros ou anti-héros, Koichi Shikishima, qui s'avère être un ancien kamikaze qui n'a pas réussi ou osé passer à l'acte. Il a eu peur, tout simplement, il a fui. Et il va garder en lui cette culpabilité tout en étant parmi les premiers à avoir revu cette créature légendaire, donc venir à nouveau sur l'île Dodo, là où la légende s'est effectuée. Mais là, je vous renvoie aussi au premier film, puisque à la base, on croyait que Gojira, parce que c'est le nom japonais, était une superstition d'un conte traditionnel de pêcheurs, mais non, il existe bien. Et il va grossir le bestiau au fur et à mesure de ce film qui va nous faire entrer de plus en plus profondément dans l'horreur et le traumatisme japonais. D'où le terme Minus One, parce que on retrouve ce pays vraiment à l'état zéro, en totale destruction et donc au début d'une forme de reconstruction. Et c'est alors que débarque ce monstre qui redétruit tout et donc plonge le pays en dessous de zéro. Voilà. Mais le Japon va quand même tenter de se battre et de survivre face à l'impossible. Et c'est ainsi que nous avons pas mal d'anciens militaires notamment qui vont peut-être y croire en se réunissant ensemble sous la bannière des civils, peut-être voulant se venger aussi de ce que leur pays, du moins donc les instances, leur ont fait subir dans cette guerre inutile. Il y a tout un discours là-dessus. Et ici, donc, un Japon qui retrouve peut-être sa fierté grâce à la population. Beaucoup y verront un message patriotique. Moi, je dirais plutôt que c'est un film très japonais et qui, quand même, remet en question son passé et certaines décisions. Et c'est ainsi que Koichi, donc, lui qui n'a pas pu aller au bout de sa mission, va peut-être avoir une chance de rédemption tout en choisissant la vie, déjà d'emblée avec Noriko, qui ne va pas être sa petite amie, mais une femme qu'il va recueillir avec une fille qui n'est même pas la sienne. Enfin voilà, famille composée comme ça, où le couple n'est pas amoureux, où la fille c'est pas la leur, mais ainsi va renaître l'espoir de la vie, la reconstruction du quartier de Tokyo où se passe l'intrigue, mais il y a Godzilla, voilà. Et forcément, certains de nos protagonistes vont être très en danger, au-delà même d'affronter
ce monstre sur les mers, dans les airs et un petit peu subir sur Terre aussi, parce que Tokyo va prendre cher dans le film. Ouh là là. Alors c'est un film grandiose, vraiment, là disons-le clairement dans tous les sens du terme, puisque ça joue parfaitement sur les échelles de grandeur, on est du point de vue humain sur la créature qui débarque, qui est filmée avec grâce et effroi, à l'ancienne, parce que on ne va pas jouer sur des effets CGI pour la représenter. Alors bien sûr, si, elle est refaite par ordinateur, très certainement, à moins qu'ils aient utilisé des maquettes, mais quand même. Mais on a l'impression de voir vraiment le Godzilla de 1954, un petit peu remis au goût du jour, mais très vite fait. On a quelque chose d'assez mécanique et animal, bestial, qui renforce sa fureur et son pouvoir destructeur, avec son fameux souffle divin atomique. D'ailleurs, le vent divin, en japonais, ça se dit kamikaze. Et c'est ainsi que l'affrontement final prend encore plus tout son sens. Mais je n'en dirai rien, je vais vous laisser profiter de ce film si vous ne l'avez pas vu, mais que vous écoutez quand même ce podcast. En tout cas, les enjeux sont là, alors pseudo-militaires, parce qu'il n'y a plus vraiment d'armée derrière, mais on reprend les navires ou autres avions qui ont été démantelés ou laissés à l'abandon, tout cela pour mener un combat qui paraît mais vraiment illusoire, sauf que l'espoir fait vivre, et la vie est très importante, vraiment, c'est une des thématiques principales ici. On refuse la mort et le sacrifice gratuit, c'est pour ça que celles et ceux qui y voient un message patriotique, je veux bien, mais quand même, il y a un écho inversé par rapport à ce que le Japon traditionnel et ancestral mettait en avant au niveau des valeurs ici. Et on va se concentrer sur les humains, parce que oui, la créature, super bien filmée, tout ça, elle vient, elle revient, elle repart, et tout, oui, bien sûr, la menace est là, et c'est vraiment très fort. Mais il y a quand même des personnages qui sont écrits. Notre anti-héros, donc, qui joue sur ce côté rédemption, mais retrouvailles potentielles d'une joie de vivre avec cette fille qui n'est pas la sienne et cette petite amie qui n'est pas une petite amie. La camaraderie aussi au niveau du travail, où il va former un équipage pour enlever des mines. Et on a quelque chose qui se cristallise dans ce petit groupe. Ceci va avoir une importance quand même sur la fin, puisqu'on va les retrouver d'une certaine façon, dans chacun un rôle précis. Et puis, il y a aussi le regard des gens et leur peur quand vraiment ils voient la fin arriver. Ça, c'était déjà dans le premier Godzilla. Moi, je trouve que ce Godzilla Minus One, en plus d'être une valeur ajoutée très importante et une relecture moderne très forte, tout en gardant quand même quelque chose qui ne va pas dans l'abus et le sureffet, mais c'est aussi un bel hommage à l'œuvre d'origine, avec le thème musical d'ailleurs qui revient plus d'une fois, et franchement on s'y retrouve ici. C'est peut-être, vraiment, hein, du moins de ce que j'ai vu, le meilleur Godzilla que j'ai vu au-delà de l'original. Et là alors, je parle même pas spécialement des adaptations américaines, bien que Gareth Edwards ne démérite pas du tout avec sa version de 2014. Mais bon, celle du Monsterverse récent, là, et le prochain qui va sortir va prendre très cher, hein. En comparaison, j'en ai bien peur, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, c'est peut-être, franchement, le meilleur de la franchise après le premier, parce que le premier a quelque chose d'absolument unique pour l'époque, hein. Il faut recontextualiser 1954. Il y a Shin Godzilla aussi, de Hideaki Anno, qui est vraiment très bien, mais très différent. On se concentre plus justement sur les institutions. Là, on est sur le peuple, et forcément, les émotions sont là. Alors, parfois, c'est peut-être un petit peu trop cliché, stéréotypé sur certains trucs, et très prévisible. Je n'en veux pas au film. Voilà, toute la fin, j'aurais pu l'écrire, d'ailleurs, je me la suis faite dans ma tête durant le film. Bon, c'est un petit peu un défaut qu'on peut avoir, hein. Des fois, on se dit, tiens, ils vont nous amener où et tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf le tout dernier plan final qui... Enfin, non. Le tout dernier plan final, je le sentais venir. C'est juste avant cette fin et après la conclusion, où j'étais là en mode « Ah, bon, allez, bon, c'est cohérent avec le message global de la deuxième partie du film quand même. » Ce qui est sûr, c'est que oui, on souffre avec les personnages, on doute de leur survie et tout, il y a des moments déchirants, et ça fait vraiment le boulot sur le côté thématique, sur le fond social, le côté politique humain qui reprend le dessus, et en plus une mise en scène qui fait le travail. Alors bien sûr, les scènes de destruction, d'attaque, c'est génial, le reste peut-être un peu moins, mais on profite aussi de ces moments humains nécessaires à l'évolution de l'intrigue et à une conclusion qu'on ne peut vivre qu'en apnée, très clairement. Bref, à vous la parole dans les commentaires, avez-vous apprécié ce film
de 2023, certes, je sais que certains le compteront dans leur top 2024, mais bon, moi, j'ai mes règles à moi, donc non, vous ne le verrez pas dans mon bilan 2024, mais s'il avait été dans le 2023, il aurait été quand même bien placé. Allez, on se retrouve en commentaire, je vous dis à la prochaine, ciao.